que ce n'est pas la durée en réalité qui constitue la difficulté. Parce que tu peux opter pour une autre filière et faire presque la même durée. Donc, c'est d'aller vraiment là où ils se sentent capables de réussir, là où ils aiment, et ne pas regarder surtout la durée de cette étude-là. Même si on part dans une filière, pas spécifiquement par amour pour cette filière, une fois que tu arrives dans cette filière, il faut se donner les moyens d'aimer cette filière parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, en réalité, ça devient compliqué de pouvoir réussir dedans. Mais même si tu n'es pas venu par amour, il faut se donner les moyens pour y rester. Bonjour et bienvenue sur la plateforme Jeunes et Ambitieux. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont eu ce rêve de devenir médecin. Ce métier noble a beaucoup apporté à notre société, tant dans l'amélioration de notre qualité de vie, mais aussi sur la longévité des êtres vivants que nous sommes. Cependant, le parcours de médecin n'est pas toujours chose facile. Il demande un niveau intellectuel poussé, beaucoup d'années d'études doctorales et de spécialisation. Cette exigence de haut niveau constitue un obstacle qui a découragé et continue de décourager bon nombre d'entre nous. Mais dans la réalité, comment est-ce que les choses se déroulent quand on opte de faire un parcours médical? Nous découvrirons cela dans cet épisode avec Dr Charles Ilboudo, médecin anesthésiste réanimateur. Bonsoir Dr Charles Ilboudo. Bonsoir, professeur. C'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Jeunes et Ambitieux. Et je pense que nos auditeurs seront très ravis d'écouter cet enregistrement que nous sommes en train de réaliser avec toi. Sur ce, pour débuter, je vais juste te demander de te présenter à notre audience. Comment est-ce que tu te présentes? Donc, je me présente Dr Ilboudo Sonderwandin Charles. Je suis ancien interne des hôpitaux du Burkina Faso et médecin anesthésiste réanimateur actuellement en fonction au centre hospitalier universitaire de Tingango, ex-Blaise Compaoré. Wow, très intéressant. Vraiment, j'avoue que je suis très ravi de recevoir sur cette plateforme-là un spécialiste du domaine de la médecine. Déjà, pour débuter mes questionnements, je m'en vais te demander quel a été ton parcours. Qu'est-ce que tu as eu comme parcours scolaire et universitaire? Merci Faisal. Il faut dire que mon parcours, je remercie d'abord Dieu pour le parcours scolaire et universitaire que j'ai eu. Donc, j'ai commencé dans mon école primaire à l'école de Kosiam, que certains n'ont pas connu. L'école Kosiam. Actuellement, Kosiam, c'est la présidence du Oui, FEC qui s'y trouve actuellement. Donc, c'est c'est au sein de ça. la présidence que tu as eu à faire ton école primaire, c'est ça? Oui. Donc, mon école primaire, effectivement, c'était à Kosiam, là où se trouve la pièce voilà, le Kosiam. Voilà, donc, il faut dire que l'école a été déménagée à Nagrin, dans notre quartier de la ville de Ouagadougou. Ok, effectivement. C'est vrai que depuis ce temps, la zone elle a été reprise et c'est à la suite de cela qu'il y a eu la construction de la présidence dans la même localité. Exactement. Waouh, c'est super ça. Ok, donc on écoute la suite. Donc, j'ai eu mon BPC donc, au lycée communal de Ouagadougou en 2004. Et là, j'ai été affecté donc, au lycée municipal d'Ambata de Ouagadougou, où j'ai eu mon baccalauréat CIC en 2007. Et là, j'ai opté pour faire la médecine. Et j'avais le choix entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et donc, après conseil, je devais passer donc, le test pour aller à Bobo. Un test assez sélectif parce qu'on devait prendre 30 étudiants en première année. Et j'ai eu donc la chance de réussir à ce test. Ça m'a permis donc de commencer la médecine à Bobo-Dioulasso, précisément à l'Institut supérieur des sciences de la santé, INSA. Donc là, de la première année jusqu'en fin sixième année, disons début septième année, j'ai passé un concours national, un concours d'excellence qui permet en fait à ceux qui réussissent de pouvoir débuter une spécialisation directement avant même la soutenance. Donc c'est ainsi que j'ai réussi à ce concours
qu'on appelle concours d'internat des hôpitaux. Donc, ce qui me confère donc le titre actuellement d'ancien interne hôpitaux du Burkina Faso. Et après avoir réussi à ce concours, j'ai terminé effectivement ma 7e année à Bogo. Et ensuite, je suis venu à Ouagadougou en fin 2014, début 2015 pour commencer dans la spécialisation en anesthésie et réanimation. Et en décembre 2018, j'ai terminé donc ma spécialisation en anesthésie et réanimation. J'ai eu mon diplôme d'études spécialisées. Et auparavant, c'est en 2015 que j'ai soutenu ma thèse de médecine pour avoir le doctorat d'un état en médecine générale. Donc, voici un peu ramassé pour mon parcours scolaire et universitaire. Ok, super intéressant. Pour la spécialisation au Burkina Faso, il y a, je dirais, 3 options. Donc, la première option, c'est de passer le concours d'internat des hôpitaux qui s'organise ici au Burkina. C'était en fin 6e année. Bon, il faut dire que c'est un concours qui actuellement est suspendu à cause donc, de problèmes organisationnels. Donc, quand tu réussis à ce concours, tu es autorisé à commencer une spécialisation avant même ta soutenance. Voilà. La deuxième option, c'est de ne pas passer ce concours ou de n'avoir pas réussi à ce concours. Tu termines tes 8 ans, ça veut dire que tu fais tes 7 ans. En 8e année, tu vas faire ta thèse, tu vas te soutenir, tu vas avoir ton doctorat. Et soit tu as les moyens d'aller directement te spécialiser, ça veut dire qu'après ton doctorat, tu peux aller directement te spécialiser à tes options. Tu peux intégrer la fonction publique, avoir l'expérience requise pour ensuite postuler à une bourse de l'État pour ta spécialisation. Voici les 3 moyens en fait pour se spécialiser en médecine au Burkina Faso. Donc le concours d'internat, c'était pour moi la meilleure option pour pouvoir me spécialiser rapidement et également profiter d'autres avantages. Ok, parfait. Alors, pour revenir un peu en arrière, parce que y a beaucoup de choses qu'on a appris très rapidement avec tout ce que tu viens de nous expliquer. Alors, moi, je suis tenté déjà de te demander ce qui t'a motivé à opter pour ce choix-là d'aller dans le domaine de la médecine. Donc, peut-être depuis le baccalauréat, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le sens de la médecine plutôt que dans d'autres spécialités, vu que tu as eu à faire un baccalauréat série scientifique, baccalauréat série C, et je pense en son temps même, c'est vous qui étiez nos aînés au lycée Bamata. C'est vous qu'on a suivi pour aller faire également la série C. Et après votre départ, voilà, on a essayé d'éviter tout. En tout cas, c'est vos pas qu'on a essayé de suivre, même si on n'a pas pu embrasser également ce métier de la médecine là. Donc, pour ceux qui sont actuellement à ce niveau-là, qui sont à la recherche en fait d'options vers lesquelles ils peuvent aller pour leur carrière professionnelle, qu'est-ce qui peut motiver à aller plutôt vers la médecine que autre chose? Ok, merci Faisal. Vraiment, je m'attendais à cette question parce qu'elle est bien. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Pourquoi après avoir fait la CIC, je pars en médecine? Voilà. Effectivement, mon premier choix n'était pas de faire la médecine parce que si mon premier choix était de faire la médecine, je n'allais pas aller en C. Voilà. Certainement, j'allais faire la B qui était plus appropriée et avec les sciences naturelles qui étaient plus développées là. Donc, mon premier choix, effectivement, c'était d'avoir mon baccalauréat lycée avec une bonne moyenne et pouvoir aller dans une école préparatoire pour sortir après ingénieur en quelque chose. Voilà quoi. Et, il y a une phrase quand même qu'un de nos professeurs de maths aimait nous dire quand on était en terminale C, c'est que celui qui a eu le bac C est vraiment quelqu'un qui a forgé son courage pour tout faire. Donc, même quand tu ne gagnes pas ton baccalauréat avec la mention que tu aurais souhaité, tu sors avec vraiment une capacité à tout faire. Donc, quand je suis sorti, effectivement, je n'ai pas eu la mention qui pouvait me permettre d'aller à l'extérieur. Mais étant resté ici, j'ai essayé donc de prendre des conseils avec voilà, les oncles, avec les grands frères, etc. Voilà, et chacun m'a donné ce qu'il pensait comme un bon conseil. Et après, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, voilà, pourquoi ne pas opter pour la médecine? Voilà. Ok, très intéressant. Ah, alors,
Après ce choix-là, dès les premiers abords du domaine de la médecine, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Comment a été l'adaptation? Je sais que, comme tu l'as si bien dit, après avoir fait la série scientifique qui est beaucoup axée sur les mathématiques et sur des domaines assez techniques, on se retrouve à faire de la médecine où il y a beaucoup de notions à assimiler, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de cours également. Comment a été l'adaptation ou bien pour toi, cela a été vraiment très, très simple? Comment ça s'est passé? Ok. Donc, il faut dire d'abord que la première étape qui m'a motivé à y rester, c'est d'abord le test que je lui ai fait. Le test, pour moi, c'était la voie pour m'assurer que je peux tenir dans cette filière. Donc, quand j'ai réussi au test, brillamment d'ailleurs, parce que j'étais pas mal placé, donc je me suis dit déjà que j'avais les capacités pour aborder cette filière. Et déjà, en première, deuxième année, parce que dans ces, dans ces premières années, c'est surtout les sciences fondamentales. Ça n'a rien à voir vraiment avec la vraie médecine. Voilà, c'est les sciences fondamentales. On reproduit encore un peu de mathématiques, un peu de physique chimie. Et voilà, les autres matières qui ont attrait donc aux sciences naturelles et à l'homme. Voilà. Donc, en réalité, je me suis parfaitement adapté. Et ce aussi grâce à un groupe d'étudiants qui était vraiment solidaire. Donc, il faut dire que ce groupe également a été d'un grand soutien pour pouvoir aimer la chose. Donc, il faut dire que, premièrement, il faut trouver ses propres arguments pour aimer la chose. Et deuxièmement, il faut s'appuyer aussi sur les autres. Parce qu'on ne peut pas travailler seul et réussir, en tout cas pas en médecine. C'est un peu compliqué. Il faut trouver donc des gens qui vont donner des conseils. Il faut entre vous également vous entraider pour pouvoir trouver les voies et moyens. Donc, il ne faut pas aller en solo, il faut vraiment se donner la main pour pouvoir réussir dans cette filière. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, très bien. Alors, pour continuer dans le même sens, est-ce que dans la médecine, pendant que vous êtes à l'université, vous faites également des prestations ou, je pense, des stages au niveau des hôpitaux? Comment est-ce que cela se passe et c'est à partir de quelle année est-ce qu'on aborde ces aspects-là? Et la formation en médecine, c'est comme vous l'avez dit, c'est une formation théorique et c'est une formation pratique. Donc, la pratique commence en deuxième année avec les soins infirmiers. Et ensuite, troisième année déjà, vous commencez à faire un stage sémiologique, ça veut dire comment reconnaître les signes des maladies. Et à partir de la quatrième année jusqu'en sixième année, on vous apprend en fait à diagnostiquer les maladies avec les signes que vous avez appris en troisième année. Et après, en septième année, c'est un stage interné, ce qu'on appelle, vous êtes carrément à l'hôpital, il n'y a plus de cours théoriques à prendre. Vous êtes à l'hôpital, vous vous accrochez à vos seniors pour prendre en charge intégralement le malade. Là, il n'est plus question de dire, bon, je suis juste là pour reconnaître les signes de maladie, ou bien je suis juste là pour faire le diagnostic de la maladie. Non, non. Vous êtes là pour faire du début jusqu'à la fin. Donc, prendre le malade entièrement en charge du début de l'accueil jusqu'à sa sortie. Voilà. Donc, ça, c'est carrément un septième année. Donc, il faut dire que c'est une initiation qu'on vous fait quand vous arrivez déjà pour commencer la médecine. Et il y a un enseignant qui vraiment nous a marqué parce qu'il nous a fait savoir en fait qu'est-ce qui nous attend dans cette médecine. Alors, le premier jour qu'on a mis les pieds à l'hôpital, c'était d'ailleurs en première année, c'était à la mort qu'on nous a amené directement. Waouh! À la morgue directement. J'imagine, j'imagine la frousse que ça peut générer en une personne, en tout cas aussi jeune de première année. Et ça a un sens, signifier quelque chose, oui. Ça a un sens parce que l'enseignant a voulu en fait nous montrer à quel point la médecine pouvait être choquante pour certains. Beaucoup n'ont pas pu rentrer dans la mort, beaucoup sont restés à la porte. Donc, les plus courageux sont Oui. Ah rentrés oui. et ils ont fait effectivement sortir deux corps. Un corps
de mort naturelle et un corps accidenté. Et là encore, c'était les plus courageux qui ont pu effectivement regarder le visage des Supporter. corps, etc. Oui, supporter. Tout à fait. Donc, il a voulu nous montrer qu'il y a une différence entre ce qu'on voit dans les films et la réalité. Et la réalité, il est là. Il faut que quand vous allez commencer le stage, il y a des choses qui seront choquantes, mais va falloir supporter. Donc, après ça, chacun doit rentrer faire son analyse, savoir est-ce que je peux supporter telle chose. Parce qu'on a vu des gens qui ont commencé la médecine, qui sont arrivés à un certain niveau et on s'est rendu compte qu'ils ont peur du sang. Ah oui. Ben, un Et médecin qui a peur du sang, effectivement, mhm, c'est difficile. Il aura perdu peut-être 2, 3 ans hein, pour rien et après c'est pour changer de filière. tout à fait. Donc, si dès la première année, on t'amène pour voir ce qui t'attend, ah ben, tu sauras Exactement. si tu peux être capable de continuer dans cette lancée. Tout à fait. Et donc, tu seras obligé de trouver les voies et moyens pour pouvoir y arriver. Donc, voilà un peu. Donc, comme premier boulot, ça, c'est les stages en réalité à l'hôpital. Voilà. En réalité, en médecine, vous n'êtes pas autorisé avant la soutenance d'aller donner des prestations en privé. Donc, Ok. normalement, voilà, la loi ne le permet pas, l'ordre des médecins ne le permet pas. Si tu n'as pas soutenu que tu aies ton diplôme, légalement, tu n'as pas le droit d'aller exercer. Donc, c'est des stages hospitaliers que vous faites jusqu'à la soutenance. Et dès que tu as ton diplôme, tu peux en ce moment avoir donc des petits contrats avec les privés pour des prestations. Et peut-être si tu as choisi d'être directement dans le privé, ben, tu peux rester dans le privé. Si tu as choisi aussi de rentrer dans la fonction publique, tu peux intégrer la fonction publique. Et à ce niveau-là, c'est un choix qui est fait par le docteur lui-même ou bien il y a des orientations spécifiques qui sont déterminées à l'avance? Bon, le choix est laissé à chacun. Parce que Ok. c'est pas tout le monde qui va vouloir peut-être rentrer dans la fonction publique parce que la fonction publique aussi a ses exigences. Ben, le privé aussi a ses avantages et ses inconvénients. Par rapport à ses ambitions dans le futur, pour dire, bon, je me lance dans le privé ou bien j'intègre la fonction publique. Voilà. Ok. Mais c'est pas exclu que si tu fais un choix, après, tu peux encore réintégrer l'autre option. Par exemple, quelqu'un qui a décidé dès le début d'aller dans la fonction publique, est-ce que par la suite, il pourra aller aussi dans le privé? Et réciproquement, quelqu'un qui a opté d'aller dans le privé, est-ce qu'il peut revenir à la fonction publique? Ok, donc il faut dire que pour quelqu'un qui rentre, de prendre la première option, quelqu'un qui rentre dans la fonction publique, après dans sa soutenance, il peut bien sûr, il a plusieurs options qui s'offrent à lui, soit il prend une disponibilité, il part travailler dans le privé, mais en tout cas, généralement les gens prennent pour convenance personnelle, etc. Il part travailler, mais la disponibilité, je pense que la durée maximale, c'est 6 ans. C'est 2 ans renouvelables 3 fois. Et après ça, soit tu démissionnes ou tu reviens dans la fonction publique. Comme tu peux aussi, si tu es vraiment sûr du projet où tu veux te lancer, tu peux démissionner et puis partir dans le privé. Voilà. Maintenant, si tu commences par le privé, là aussi tu as le choix. Si entre-temps ça ne va pas au privé et que tu veux rejoindre la fonction publique, là il y a la condition d'âge qu'il faut respecter. L'âge pour entrer dans la fonction publique, si tu as toujours l'âge requis, tu pourras aller donc faire le test de recrutement pour entrer dans la. Donc, pour Et revenir également, peut-être à mon cas personnel, oui, ok, parfait. voilà. Puisque moi, j'ai choisi de continuer directement avec la spécialisation. Donc, je dirais que j'ai commencé la spécialisation en 2014-2015, donc avant même ma soutenance. J'ai soutenu quand j'étais en deuxième année de spécialisation. Donc, j'ai continué directement soutenir avec des stages hospitaliers, etc., jusqu'à la fin de ma spécialisation. Donc, c'était en décembre 2018 à côté. C'est après cela que j'ai eu rapidement en février un contrat donc avec le centre hospitalier universitaire de Tingamro, ex de l'Est Compaoré. Voilà. Donc c'était en attendant donc d'avoir le test de recrutement pour la fonction publique. Ok, c'est vraiment très intéressant ce qu'on apprend là. Alors, tout à l'heure, on a parlé de tes premiers pas au sein de ce milieu médical-là, où tu nous expliquais un peu ce qui s'est passé en première année. On vous a amené directement à la morgue
où vous aviez été face à des décès, j'imagine que cela n'a pas été aussi simple à assimiler. Et est-ce que en ce moment-là, il y a eu également d'autres difficultés hormis cet affront-là? Est-ce qu'il y a particulièrement d'autres difficultés auxquelles, par exemple, ceux qui vont vouloir s'orienter là-bas peuvent s'y attendre et puis se préparer en conséquence? Bon, je pense que la plupart du temps, c'est la quantité du boileau entre griffes, ça veut dire contenu des cours qu'il faut bosser. Donc, c'est énorme et ça décourage beaucoup de gens. Parfois, ils s'asseyent, ils disent ben, comment moi je vais pouvoir assimiler tous ces cours pour pouvoir aller répondre à des questions au devoir. Voilà. Donc, il y a en fait ça la première difficulté. Parce que quand on arrive en première année, on se dit, ben voilà, j'ai des cours, il faut que je bosse tout, il faut que je mémorise tout pour pouvoir aller cracher donc, au devoir. Voilà. Donc, ça, c'est la première difficulté auquel les étudiants en première année surtout. Et tu as beau les expliquer que non, il ne faut pas bosser voilà, tout ce qui te tombe dans la main, mais lui, il ne comprend pas ça. Lui, il faut que, voilà, tout ce qu'il a dans le cours, là, il faut qu'il bosse ça. Deuxièmement, c'est tu vas trouver que les étudiants négligent en fait les stages au profit des cours, alors qu'en réalité, la pratique permet en fait de rendre la théorie. Et lorsque tu négliges la pratique, ben, tu auras des difficultés en fait à fixer ta théorie. Et tu vas toujours aller au devoir avec euh, des idées. Donc ça, c'était, en tout cas moi, j'ai eu comme difficulté en première année, c'était comme je l'ai dit, comment pouvoir bosser donc la quantité de cours qu'on nous donnait là. C'était énorme et en ce temps, je pense qu'on avait un examen unique terminal où tu devais bosser tout ce que tu as depuis octobre jusqu'à juin, pratiquement. Et là, ça n'a Ah, pas été waouh! simple. Et en ce moment, ça fait beaucoup. Oui, ces difficultés, nous l'avons surmonté parce que nous avons travaillé surtout ensemble. On a travaillé ensemble, on a constitué des groupes et on a bossé ensemble. On s'est donné la main pour vraiment réussir la première année. Et après, il y a eu donc comme une réflexion. Chacun s'est donné des stratégies pour pouvoir survivre. Et ces stratégies, c'est quoi? Quand tu prends un cours avec la pratique que tu fais à l'hôpital, tu sais quel cours est important, quelle partie du cours est importante. Et c'est ce qu'on a, nous on avait surnommé les hyper sortables. À chaque fois qu'on prenait on cherchait les hyper sortables. Et ces hyper sortables-là, c'était basé surtout sur la pratique à l'hôpital. Donc, on sait que tel cours il est important parce que à l'hôpital, ce cours nous sera nécessaire. Donc, on les classait dans les hyper sortables. Et quand on dit qu'il y a un devoir, on sait que voilà ce qu'il faut bosser. Le reste, on va les lire comme ça, juste pour avoir des notions. Mais les hyper sortables, tu ne pars pas à un devoir sans maîtriser les hyper sortables. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de passer le reste du cursus sans difficulté. Ok, ok, mais c'est quoi les impairs sortables? J'ai pas bien capté le terme. Sortable. Et c'est quoi exactement? Donc, je disais que l'hyper sortable, c'est le cours ou la partie du cours qui est le plus susceptible de sortir au devoir. Ah, ok, ok. En fait, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est-à-dire, c'est vous qui avez déterminé euh, Voilà, un balisage en quelque sorte, voilà, des aspects que vous c'est ça. saviez que bon, ça éventuellement, Voilà, ça va finir. Ok, c'est ça. C'est parfait, ça. Donc, parfait. je disais que ces hyper sortables étaient constitués en fait. En fait, on les constituait sur la base du stage hospitalier. Alors, suivant en fait dans le même sens, j'allais te demander quels sont les conseils que tu donnerais aux frères et sœurs qui se trouvent actuellement en phase de choix de leur carrière professionnelle. Quels sont les conseils que tu les donnerais si éventuellement ils veulent venir dans le domaine, la médecine notamment? Donc, ce que je leur donner comme conseil, premièrement, c'est de ne pas voir la longueur des études comme un obstacle. En fait, à quelque
soit les études que tu veux faire, il ne faut pas voir la longueur pour dire, voilà, comme ça dure, je ne vais pas me lancer dans ça. Donc, ça, il faut déjà enlever ça dans la tête des gens, que ce n'est pas la durée en réalité qui constitue la difficulté. Parce que tu peux opter pour une autre filière et faire presque la même durée. Voilà. Oui, tout à Il fait. faut se Sinon, même donner. plus. Par Oui, exemple, à supposer que tu prends une option, tu fais 2, 3 ans, tu n'arrives pas à obtenir le hum, diplôme et hum, tu es obligé d'aller ailleurs et prendre, tu peux faire c'est ça. facilement. Bon, à titre d'exemple, hein, comme tu en Hum, parles, oui, moi, dans notre promotion, on a eu certaines personnes qui ont fait 3 années d'études avec, mais finalement, ils n'ont pas obtenu le diplôme. Donc, ils hum, étaient obligés de sortir de cette école-là, aller ailleurs et reprendre carrément en espérant obtenir au moins un diplôme. Et quand tu fais ce genre de parcours avec échec, finalement, tu peux passer 5 ans sans rien. hum. Donc, dire que effectivement, c'est pas la longueur qui compte, il faut se baser Donc, c'est sur autre chose plutôt. surtout sa motivation personnelle, parce qu'il y a des gens, moi par exemple, c'est vrai, je n'ai pas fait la médecine parce que j'aimais particulièrement la médecine, mais il y a beaucoup de gens qui aiment cette filière ou bien qui aiment telle ou telle filière. Donc, c'est d'aller vraiment là où ils se sentent capables de réussir, là où ils aiment, et ne pas regarder surtout la durée de ces études-là. Même si on part dans une filière, pas spécifiquement par amour pour cette filière, une fois que tu arrives dans cette filière, il faut se donner les moyens d'aimer cette filière parce que tant que tu n'aimes pas quelque chose, en réalité, ça devient compliqué de pouvoir réussir dedans. Mais même si tu n'es pas venu par amour, il faut se donner les moyens pour y rester. Donc, c'est ça Tout à, surtout qu'il faut voir. tout à fait. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils. Alors, pour continuer dans le même sens, je voudrais qu'on revienne un peu dans le détail des différentes options possibles que l'on peut choisir à partir du moment où on a embrassé cette carrière de médecine-là. Alors, quand on commence la formation, comme tu le disais, c'est par des cours qui ne sont pas très axés Pour, dans la médecine d'abord. oui, en première et en deuxième année, Mhm. c'est les sciences fondamentales en fait. Voilà, voilà, exactement. Et Les donc, sciences à partir de fondamentales. quel moment est-ce que on décide, voilà, c'est telle spécialité que je vais faire et quelles sont les options qu'il y a actuellement au niveau de nos universités? Il faut dire que par rapport aux spécialités ou aux cursus, il y a généralement en première année, quand vous arrivez, on vous demande ben, quelle spécialisation tu comptes faire à la fin de tes études. Voilà, on voit des gens qui proposent des spécialités déjà que eux-mêmes ils ont entendu parler. Donc, généralement, les gens vont proposer cardiologie, pneumologie. Voilà, chacun donne une spécialisation qu'il a déjà entendu parler. Mais en réalité, c'est sans connaître les implications de chaque spécialisation. Donc, c'est au fur et à mesure que vous avancez dans le cursus médical que vous allez découvrir en fait l'utilité de ces spécialisations et les spécificités de chaque spécialisation. Et donc, vous allez voir que les choix des uns et des autres vont changer, probablement de la première année jusqu'à la sortie. Beaucoup de gens ont changé de spécialisation. Voilà. Waouh, Donc, c'est pour dire que et ça c'est possible. Au cours de parcours comme ça, tu peux à un moment donné changer de spécialisation sans être retardé. non, non. Quand tu commences la médecine, c'est de la médecine générale que tout le monde fait d'abord. OK. C'est de la médecine générale. Tout le monde fait la médecine générale. Mais je veux dire, en première année, chacun peut-être se met une idée, puisque personne ne veut rester en fait médecin. La plupart du temps, les gens ne veulent pas rester médecin généraliste. OK, Donc, OK, je chacun comprends. a une idée de spécialisation derrière la tête. Voilà. Et c'est en première année, généralement, on te demande comme ça, voilà, quelle spécialisation tu comptes faire à la fin de tes études de médecine générale. Et bon, chacun se lance dans des propositions comme ça, mais sans réellement savoir qu'est-ce que c'est que cette spécialisation. Donc, c'est au fur et à mesure que tu avances dans le cursus de médecine générale que tu vas découvrir en fait les autres spécialisations et savoir qu'en réalité, bon, voilà, c'est telle spécialité peut-être qui me convient
le plus. Voilà. Et vous allez même voir qu'il y a des gens qui vont aller jusqu'à soutenir, jusqu'à exercer comme médecin généraliste, avant même de pouvoir choisir quelle spécialisation ils veulent faire. Parce que c'est un choix quand même difficile, parce que c'est comme si toute ta vie en dépendait. Parce qu'une fois que tu as choisi une spécialité et que tu as fait cette formation, tu vas rester dans cette spécialité jusqu'à la fin de ta carrière. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien choisir pour ne pas regretter à la fin. Parce que si tu regrettes, ça veut dire que tu vas faire un travail que tu n'aimes pas. Et ça, c'est pas intéressant. Voilà. Tout à fait, c'est vrai, parfaitement. Donc, je posais la question tout à l'heure de savoir quelles sont les différentes options possibles de spécialisation. Est-ce qu'il y a des grandes catégories, par exemple, que tu pourrais nous énumérer pour qu'on ait au moins une idée? Ou bien c'est tout un panel assez grand? Je dirais que c'est vraiment vaste comme panel. Il y a beaucoup de spécialisations qu'on dirait, on peut, hein, il y a la spécialité clinique, ça veut dire que c'est les spécialités où le médecin est en face en fait du malade. Donc ces spécialités cliniques là, on peut citer donc des spécialisations comme la mienne, l'anesthésie, réanimation. Il y a des spécialités d'urgentistes, donc ceux qui interviennent dans les urgences également. Il y a les spécialités qui touchent spécifiquement à des organes clés, donc comme la cardiologie qui touche au cœur, la neurologie qui touche au cerveau, hein, la gastro-entérologie qui touche donc à tout ce qui est estomac, intestin, foie, etc. Il y a aussi la chirurgie, donc des spécialités médicales, mais aussi des spécialités chirurgicales. D'accord. Tout ça, ce sont des euh, spécialités cliniques. Mais il y a aussi, en dehors Ok, des spécialités qui, où le médecin n'est pas vraiment en face du malade. Voilà. Donc, ces spécialités-là, c'est les spécialités, par exemple, de laboratoire. Donc, tu peux faire de la biochimie clinique, de la pharmacologie, etc. Là, tu n'es pas en contact avec le malade, peut-être on t'envoie les prélèvements, tu analyses, etc. Donc, il y a l'anatomopathologie également. Tout ça, ce sont des spécialités où tu n'es pas en contact avec le malade. Et il y a aussi la radiologie, où là, il y a des cas où ils sont en contact avec le malade, mais pas vraiment parce que eux, c'est avec une interface, soit c'est l'écho, soit c'est le scanner, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la radiologie. Donc, dans chaque groupe de spécialité aussi, donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, donc, que chacun doit pouvoir mesurer avant de pouvoir s'engager. tout à fait. Ok. C'est vraiment très détaillé les informations que tu nous partages là. Alors, je m'en vais te poser une autre question concernant le milieu même de l'emploi dans nos régions. Comment est-ce que ce domaine de la médecine se porte? Est-ce que pour quelqu'un qui est formé dans ce domaine, est-ce que trouver un travail, c'est pas si compliqué? Est-ce que pouvoir peut-être créer sa propre entité de soins, notamment les cliniques, on voit qu'il y a des cliniques qui sont créées par-ci et par-là. Alors, comment est-ce que ce domaine-là, on peut l'appréhender? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce que après avoir été formé, on peut prendre l'initiative de créer sa propre clinique et pouvoir exercer ou seulement quand on finit sa formation, est-ce qu'on peut s'intégrer facilement dans les hôpitaux sans vraiment craindre de rester là pendant un certain temps à chercher de l'emploi avant de trouver quoi que ce soit? Est-ce que tu as des informations là-dessus que tu pourrais nous partager pour nous éclairer davantage? Euh, donc, c'est comme je le disais avant. Donc, une fois que tu as ton diplôme, c'est-à-dire ton doctorat, la première des choses, c'est d'aller t'inscrire d'abord à l'ordre des médecins. Et alors, en fait, c'est lui qui dirige la fonction de médecin au Burkina Faso. Donc, une fois inscrit à l'ordre des médecins,
tu as donc le droit d'exercer maintenant au Burkina Faso. Donc, que ce soit à l'hôpital public, que ce soit en privé, tu es autorisé donc à exercer. Après cela, tu as l'option de la fonction publique ou l'option du privé. Donc, si tu décides donc d'adopter la fonction publique, il faut dire qu'avant, je pense que c'est, quand je dis avant, c'est avant 2018 parce que la loi qui exige qu'on fasse un test de recrutement a commencé en 2018. Donc avant, quand tu finissais et que tu intégrais la fonction publique, tu constituais juste ton dossier et tu partais déposer au ministère. Et le ministère avait il y avait deux périodes dans l'année où on faisait ce qu'on appelle le tirage. Donc le tirage, c'est juste que vous partez choisir les postes, voilà, d'affectation. Et après, voilà, vous êtes affecté. Donc, tant que tu avais ton diplôme et que tu veux entrer dans la fonction publique, il n'y avait pas de souci. Juste aller déposer ton dossier et paf, on te prend. Mais à partir de décembre 2018, les choses commencent en fait à se corser un peu. Parce qu'on dit, voilà, il faut que tout le monde rentre dans la fonction publique par un concours. Voilà. Donc, on dit que c'est la seule voie d'entrer dans la fonction publique. Et donc, même les médecins doivent s'y conformer. Bon, c'est quelque chose, bien sûr, qui a été combattu par les différents syndicats donc, de la santé, etc., par les médecins. Mais bon, ça n'a pas abouti et finalement, la loi est passée. Et chaque médecin maintenant qui gagne son diplôme doit attendre qu'on lance donc un test de recrutement dans la fonction publique, donc avec un nombre de médecins que l'État veut recruter. Et en ce moment, tu pars déposer ton dossier, tu passes le concours ou le test. Donc, tu comprends deux phases. Une phase de sélection sur dossier et ensuite une phase d'entretien. Donc, tu passes. Et lorsque tu réussis ce concours, voilà, tu es affecté maintenant dans la fonction publique. Voilà. Donc, par exemple, pour cette année, ils ont, en fait, ils choisissent un nombre qui est assez grand. Donc, par exemple, on dit on veut 500 médecins. Mais ceux-mêmes qui vont aller déposer leur dossier ne vont même pas valoir les 300. Donc, ça veut dire on va prendre tout le monde. Mais c'est sûr qu'avec l'évolution des choses, on risque de se retrouver une année où ils vont demander moins. Voilà. Donc, là, forcément, entre-temps, le nombre de médecins qui vont sortir sera supérieur au nombre de médecins que l'État veut recruter. C'est en ce moment que le concours vraiment va devenir serré. Mais je me dis qu'il y a vraiment un manque de médecins au Burkina Faso. Donc ce qui fait que le médecin ne peut pas chômer normalement, même si c'est dans le privé. Ce qui bloque en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont et dans le public et dans le privé. En réalité, c'est ce qui crée le manque parfois. Et lorsque l'État va bien gérer ses ressources humaines et que chacun doit faire la part des choses entre le privé et le public, ben, ceux qui ne vont pas rentrer dans la fonction publique seront dans le privé. Et je pense qu'il n'y aura pas de médecin normalement qui va chômer au Burkina. C'est vraiment bien clair, oui. Voilà, pour le moment, au Burkina, les médecins ne chôment pas trop, ne souffrent pas trop pour trouver un emploi. Peut-être ils souffrent pour commencer. Par exemple, je prends l'exemple de ceux qui ont réussi au concours en décembre 2018. Jusqu'à présent, ils sont toujours dans la nature parce que les dossiers n'évoluent pas au niveau du ministère. Donc, je peux dire qu'il y a le temps de latence qui est peut-être long. Sinon, pour trouver un employeur, ce n'est pas aussi difficile. Mais comparativement aux autres pays de la sous-région, je peux dire que nous sommes un peu privilégiés parce que, par exemple, il y a des pays comme, je sais pas, le Niger, le Bénin, où ils ne recrutent pas chaque année des médecins. Donc, tu vas terminer, tu as ton diplôme, mais l'État ne vous regarde même pas. Il peut faire 2, 3 ans avant de lancer un test de recrutement de médecins.
Donc, pendant ce temps, vous êtes obligé de chercher des choses à gauche, à droite, dans les privés, dans les ONG, etc., pour vous en sortir en attendant peut-être que l'État lance un test de recrutement. Donc, pour le moment, au Burkina, ça, ce n'est pas encore arrivé et nous pensons donc que cela ne va pas arriver. Ok. C'est vraiment bien clair ce que tu viens de nous expliquer. Mais je suis tenté de te poser cette question-là. Est-ce que c'est autorisé pour les médecins, par exemple, qui ont été formés au Burkina depuis le début jusqu'à la fin, d'aller travailler dans un autre pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal? Est-ce que ces genres, on va dire, de migration-là sont possibles? Que tu sois formé dans un pays et pour travailler, tu vas dans un autre pays travailler, tout en sachant bien que, bon, de toutes les façons, même quand on est formé par un pays, de toutes les façons, quand on va travailler ailleurs, ça fait des devises qui rentrent toujours dans le pays. Donc, c'est pas comme si on ne sert pas le pays, on peut toujours servir le pays, même si c'est pas en étant directement dans le pays. Et cette question, c'est également pareil, par exemple, pour quelqu'un qui a été formé au Burkina, est-ce qu'il peut aller exercer à l'étranger, en France, aux États-Unis, sans que des difficultés particulières ne soient posées. Est-ce que tu as des informations sur ces genres de procédures-là pour nous étayer davantage? Bon, il faut dire que pour aller travailler dans un pays avec un diplôme acquis au Burkina, il faut forcément se conformer aux dispositions diplomatiques entre les différents pays. Parce qu'il y a peut-être des pays qui ont signé des accords, voilà, etc. Mais ce qui est sûr, le diplôme, par exemple, de médecin au Burkina est reconnu par le CAMES. Donc, ça veut dire tout ce qui est dans la zone, surtout ceux qui sont dans la zone CAMES, quand tu sors avec ton diplôme, ben, tu peux exercer normalement ta médecine dans n'importe quel pays de la zone CAMES. Toujours est-il que lorsque tu vas arriver dans ce pays, il faut que tu t'inscrives à l'ordre des médecins de ce pays et c'est l'ordre des médecins qui va te donner l'autorisation après avoir vérifié bien sûr que ton diplôme c'est un vrai diplôme. Voilà, c'est eux qui vont te donner l'autorisation maintenant d'exercer dans le pays. Et en ce moment, tu pourras exercer librement comme tout citoyen de ce pays. Voilà. C'est pareil pour un médecin étranger qui vient au Burkina aussi pour exercer. En ce moment, il est obligé de passer par l'ordre des médecins qui va authentifier son diplôme et lui donner l'autorisation d'exercer sa médecine au Burkina Faso. Donc, c'est un peu pareil. Maintenant, il y a des conditions. Par exemple, si un médecin burkinabé doit aller en France pour exercer, d'abord, les Français ils sont un peu compliqués. Tu peux partir pour être stagiaire, etc., sans problème. Mais quand il s'agit de travailler en tant que comme médecin, il y a un test qu'ils te font passer, qu'ils appellent donc l'équivalence. Le test d'équivalence que tu dois passer pour avant de pouvoir exercer là-bas en tant que comme médecin. Voilà. Aux États-Unis, c'est un peu compliqué à cause de la barrière de langue. Il y a une différence également considérable dans les cursus qui font que parfois, bon, ils peuvent se faire reprendre quelques années avant de te donner donc l'autorisation d'exercer à ce niveau. Ok. Tout à fait. On comprend effectivement ces réglementations-là. C'est sûrement pour que l'ordre, comme tu l'as si bien expliqué, soit mieux organisé, qu'on sache qui fait quoi dans le domaine. Si on se rassure que voilà, celui qui est dans le domaine là, il est vraiment sérieux, il fait ce qu'il doit faire. Parce que des fois aussi, par exemple, rien que dans la semaine, j'ai entendu une histoire comme quoi il y a des étrangers qui viennent souvent de l'Europe, qui viennent ouvrir des organismes non gouvernementaux. Et dans ces ONG-là, souvent, ils font des soins alors que ils parlaient en fait du Niger. Je pense que c'était au Niger. Et ils expliquaient comme quoi, voilà, il n'y avait pas eu
assez de contrôle là-dessus. Au final, ces gens-là n'étaient pas agrégés, ils n'avaient pas vraiment, ils n'avaient pas les compétences requises et ils ont fait des choses qui se retrouvent aujourd'hui vraiment pas du tout intéressantes et ils ont même été fermés, tout cela. Donc, une autre question, mais la question, elle vient dans le sens où aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans la finance, un peu partout. Il y a la nouvelle génération qui tend à dire comme quoi c'est vrai que les institutions mises en place par euh, les seniors, l'ancienne génération, sont vraiment fortes et font beaucoup de choses en tout cas, dont on a tous bénéficié. Mais nous aussi, on veut apporter notre pierre à l'édifice en essayant de mettre des choses aussi en place de nous-mêmes. D'où la nécessité aussi d'entreprendre. Certains vont créer des petites sociétés par-ci, des petits startups par-là. Et la question qu'on se pose, est-ce que dans le domaine médical, il y a aussi ces possibilités-là? On voit par exemple, pour le cas du Sénégal, où je suis actuellement, je vois que, par exemple, quand tu as des problèmes de santé, il y a beaucoup de cabinets qui sont par-ci et par-là, souvent aussi des cliniques. Mais quand tu arrives là-bas, tu vois que c'est pas des grandes institutions, c'est comme une personne ou bien qui se sont associés, qui ont ouvert une clinique. Peut-être c'est juste une maison, mais avec tous les moyens nécessaires à l'intérieur pour permettre de prodiguer des soins aux patients. Est-ce que sur ce domaine-là, après la formation, vous aviez la possibilité aussi de créer vos propres cabinets, vos propres cliniques? Est-ce que c'est un processus qui est très compliqué ou bien les choses sont mises en place pour faciliter euh, cette façon de faire là aussi? Donc, c'est vraiment une bonne question. Je pense que l'entrepreneuriat, effectivement, est d'actualité. On encourage les gens à créer, à investir dans le privé. Et je pense qu'il y a même eu déjà une fois, je ne sais plus si c'était le ministre de la Santé ou qui encourageait les jeunes médecins qui s'appellent à investir dans le privé. Pas pour dire que le public n'est pas important, mais il faut dire que tout le système de santé qui s'est bien développé s'est aussi appuyé sur les structures privées. Voilà. Parce que chaque année, l'État dépense beaucoup en évacuation sanitaire pour aller donc, à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui veulent des conditions un peu particulières pour leur prise en charge. Alors qu'on pourrait investir dans des structures au Burkina Faso qui vont répondre à leurs attentes. Tout Donc, à fait. C'est pas les moyens qui manquent à ce niveau en tout cas. Effectivement. Mais comment dire à un jeune médecin qui vient de sortir d'investir dans le privé, d'ouvrir une clinique sans vraiment une formation entrepreneuriale? Parce que je pense que malheureusement, dans notre cursus, on n'a pas cette formation-là. En fait, on n'a pas une formation qui nous permet à la sortie d'être aguerri pour dire, bon, voilà, je peux créer ma propre boîte, etc. On remarque que dans la plupart du temps, tu vas sortir et c'est après qu'il faut que tu prennes des conseils par-ci, des gens qui vont te guider probablement si tu veux donc investir dans le privé. Voilà. Donc ça fait que, bon, ça fait un peu peur à beaucoup de gens. Donc ils voient le projet, par exemple, du privé comme un boulot gigantesque. Ils préfèrent aller travailler dans le privé, dans les cliniques des autres, que d'investir dans leur propre clinique. Mais je pense que c'est parce qu'on a une idée abstraite de comment faire pour ouvrir des cliniques. Voilà, je pense que c'est ça qui bloque surtout. Il n'y a de loi qui interdit, mais seulement il faut se conformer aussi donc aux règles. Donc, par exemple, si tu es de la fonction publique, il faut que tu te conformes aux règles de cette fonction publique-là. C'est ça souvent qui constitue le blocage. Les gens veulent être à la fois dans le public et dans le privé, et ça c'est un peu difficile. Donc,
Il faut avoir le courage, quand tu veux investir dans le privé, il faut avoir le courage de choisir, voilà, je vais investir dans le privé, je vais y mettre donc les moyens pour y arriver. Et je pense que avec une formation, etc., ça pourrait aboutir à quelque chose. Sinon, il n'y a pas d'empêchement en tant que tel. Ok, parfait alors. Peut-être un autre point aussi sur lequel je pense qu'il pourrait handicaper, c'est que dans votre domaine, si d'aventure il faut mettre en place une clinique ou bien un cabinet, si, je pense que ça demande beaucoup plus de moyens par rapport à d'autres types d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Notamment peut-être Bon, le matériel médical et oui, tout qui coûte assez cher et aussi peut-être oui, la c'est ça. procédure. Oui, je t'écoute. Effectivement, tu as raison parce que dans la médecine, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Ça dépend effectivement de la spécialité. Par exemple, si tu prends une spécialité chirurgicale, un chirurgien qui décide d'ouvrir une clinique où il va faire des interventions chirurgicales, il faut beaucoup de moyens en fait pour pouvoir ouvrir cette structure. C'est la même chose que un radiologue qui veut ouvrir un centre de radiologie. Il lui faut beaucoup de moyens. Mais je pense toujours que c'est comme je l'ai dit, l'absence de formation en entrepreneuriat et comment faire pour avoir ces financements-là. C'est ça qui nous bloque en fait. Sinon, lorsque tu as confiance en toi et que tu sais que la structure que tu vas ouvrir va te rapporter plus, tu peux, via les banques, etc., il y a des structures financières qui sont là pour accompagner les gens. Mais il faut que ton dossier soit fait. Donc, il faut que tu trouves en fait des gens qui vont t'accompagner dans ce projet-là. Voilà. Et sinon, dans n'importe quelle structure privée que tu vas vouloir commencer, ben, il va falloir y mettre les moyens. Tout à fait. Et tu vois, dans la sous-région, quand on observe, peut-être de ton point de vue, tu pourras nous donner plus d'informations. Très souvent, on voit que certaines personnes, en tout cas bien nantis, à partir d'un moment où ils sentent que leur santé est vraiment très fragile, ils préfèrent aller à l'étranger. Souvent même, c'est vers la Tunisie que les gens vont se soigner, qui a un domaine médical vraiment très avancé. Bon, au Maghreb, au Maroc également, et souvent aussi vers l'Europe carrément. Alors que dans nos régions, on aurait pu aussi mettre en place des structures, en tout cas de grands renom, qui ont aussi tout le matériel nécessaire et également la compétence. C'est pas la compétence qui manque, c'est pas les moyens non plus, Oui, parce que dans nos pays, on sait qu'il y a vraiment des gens aussi qui ont vraiment de moyens qu'on peut essayer de réunir et former aussi des grandes institutions sur place, au lieu à chaque fois d'aller se former à l'étranger. donc, il faut dire que c'est le grand combat donc, du personnel de santé actuellement. Donc, dans l'actualité, effectivement, il y a beaucoup de mouvements actuellement pour qu'on puisse relever en fait le plateau technique dans nos hôpitaux. Parce qu'en réalité, ces évacuations profitent à qui on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on voit des hôpitaux qui peuvent être mieux équipés parce qu'en réalité, on a formé des compétences. Avant, on pouvait dire, bon, voilà, il n'y avait pas tel spécialiste, il n'y avait pas tel spécialiste. Actuellement, aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes qui sont là. Il y a beaucoup aussi qui se tournent les pouces parce qu'ils n'ont pas les moyens, les ressources matérielles pour pouvoir travailler. Et ça pose problème. Vous envoyez quelqu'un qui va aller se former, il revient et il n'a pas les moyens pour travailler. Ça pose problème. Et on continue d'évacuer les gens pour aller soigner ailleurs alors qu'il suffit de donner en fait le nécessaire à cette compétence qui est au Burkina pour qu'ils puissent travailler et satisfaire les gens. Voilà. Et on n'arrive pas à comprendre parce que quand on te dit que les évacuations sanitaires, c'est un budget gigantesque qui peut être misé en fait dans les ressources matérielles ici pour pouvoir permettre aux gens de rester dans le pays et de se soigner convenablement. Voilà. Donc, on n'arrive pas à le comprendre. Et c'est Tout pas à que fait. c'est le moyen, effectivement, qui manque, comme tu l'as dit. Peut-être une volonté politique de vraiment équiper les choses ici. Je pense que c'est plus une volonté politique qu'un problème de ressources financières. Tout à fait. Et on espère que d'ici là, les choses vont s'améliorer. En tout cas, c'est notre souhait.
et également notre combat à tous. Donc, pour continuer, je dirais on tire un peu vers la fin parce qu'on a épuisé le stock de questions qu'on avait. Et les dernières sont les suivantes. Quelle littérature est-ce que tu recommanderais à notre audience pour un développement personnel, professionnel ou technique de soi-même? Est-ce qu'il y a de la littérature particulièrement que tu as eu à rencontrer que tu voudrais recommander à notre audience pour, pour mieux comprendre les choses et aller de l'avant? Bon, moi, il faut dire sincèrement, la littérature sur le développement personnel, je ne lis pas beaucoup en la matière. Je ne lis pas beaucoup en la matière. Je pense que chacun doit connaître sa personnalité. Chacun doit pouvoir travailler à connaître sa personnalité, savoir ce qu'il est capable de faire et pouvoir s'appuyer sur ça. Parce que quelle que soit tes lectures, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir en fait te dire voilà ce que tu es capable de faire. C'est toi-même qui sais en réalité qu'est-ce que tu es capable de faire. Et c'est sur la base de ça que chacun doit travailler à s'améliorer et non se baser sur la théorie dans les livres, etc., etc. Beaucoup de gens peuvent se perdre à travers les livres. Voilà. Donc, il faut se faire confiance, chercher à savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire, et pouvoir s'appuyer sur ça pour s'en sortir. Moi, je pense que c'est plus rentable. Tout à fait. C'est vrai qu'en la matière, il y a beaucoup de flatteries aussi qui se trouvent un peu partout. Il y a des Oui, littératures, comme c'est tu ça. l'as dit, qu'on rencontre, mais c'est toujours des théories vraiment à dormir debout. Mais C'est ça. pour ma propre expérience, j'ai eu aussi à rencontrer, je dirais, quelques Oui, oui, documentations, peut-être qui vont pas nécessairement te détailler des théories sur toi-même, mais qui vont parler de certaines choses, peut-être que tu n'avais pas vu de cette façon-là. Mais oui, oui, voilà, en l'apprenant, ça te permet en fait de mieux comprendre que voilà, de te connaître. voilà. Et de comprendre, par exemple, l'autre, comme on le dit. Par exemple, Mhm. souvent, on ne pense qu'à soi-même, on ne voit pas l'œil de l'autre. Mais en voyant que voilà, ton comportement de telle ou telle façon peut être vu comme ça par l'autre, bon, finalement, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vraiment des théories. Et à moins de rencontrer quelque chose qui convient à toi aussi, ta personnalité, c'est vraiment délicat. C'est pas des choses qui sont adaptables à toutes les situations. Et là-dessus, je conviens avec toi que il faut mieux se connaître déjà et plutôt aller sur cette base que de trop compter sur les autres pour pouvoir se connaître soi-même. C'est pas évident. Et donc, si tu n'as pas autre chose à ajouter, est-ce que tu as un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage et te motive particulièrement que tu voudrais partager avec l'audience? Ok. Donc, s'il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé lors de mon parcours, c'est cette phrase qui dit que le jour éloigné existe, mais le jour qui ne va pas arriver n'existe pas. Je pense que c'est un proverbe, beaucoup diront un proverbe chinois. Euh, donc, tout simplement, pour dire que quand je démarrais donc mes études de médecine, les gens m'ont dit c'est trop long, qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir, etc. À 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, donc pour m'encourager, j'ai affiché donc ce proverbe-là dans ma chambre. Donc à chaque fois que je rentre pour me coucher, je vois le proverbe devant moi. Je dis le jour éloigné existe, mais le jour qui ne va pas arriver n'existe pas. Donc, pour dire que quel que soit donc la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Donc, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, il faut savoir qu'il y a un jour où tout sera relax, un jour où tu vas réussir et tu vas sortir donc la tête de l'eau. Oui. Ok, merci pour ce partage-là. Pour terminer, je m'en vais te demander comment est-ce que les membres de cette communauté peuvent
te contacter au besoin. En rappel, il faut dire que à travers cette plateforme-là, ce qu'on a comme objectif, c'est non seulement de mettre en contact les plus jeunes avec leurs devanciers pour pouvoir les aider, les accompagner et les prodiguer aussi des conseils comme on est en train de le faire. Mais il n'est pas accepté également que voilà, entre nous aussi, s'il y a des partenariats, si tantôt il y a des besoins que on a les uns vers les autres aussi, qu'on puisse se contacter et pourquoi pas réaliser des choses peut-être un peu plus avantageux pour toute la communauté. Donc, sur ce, sur quel support est-ce qu'on peut te contacter au besoin? D'accord. Donc, je pense qu'on peut me, me contacter. Donc, il y a des liens Facebook. Donc, mon nom de profil, c'est Charles Ilgoudo. Il y a également le mail. Donc, le mail, c'est Charlie, tout en minuscule, CHARLY, tiré de 8, ILB, arobase yahoo.fr. Donc, ça, c'est le mail. Peut-être le numéro de téléphone, c'est l'indicatif plus 226 75 80 80 09. Voilà, je pense là où on peut me joindre facilement. Ok, parfait alors. Euh, tous ces liens-là, on pourrait les ajouter dans le descriptif en fait de l'épisode et donc les auditeurs pourront éventuellement avoir accès à cela et te contacter également au besoin. Sur ce, nous sommes au terme de cet épisode. Vraiment, je suis très ravi d'avoir eu cet échange-là avec toi et j'espère que voilà, à d'autres occasions, on aura encore du temps pour échanger sur d'autres sujets si éventuellement les auditeurs nous font appel sur cela. Donc, sur ce, est-ce que tu as quelques mots de fin? Bon, ce que je peux dire pour terminer, c'est d'abord te remercier, toi, Faisal, de m'avoir fait confiance pour cette émission. Donc, je vais aussi C'est à remercier, toi de merci, vraiment. dire merci aussi à tous ceux qui vont m'écouter, et tous ceux qui vont considérer mes conseils. Également, que je reste disponible d'éventuels approfondissements de ce que j'aurais eu à dire. Voilà, et je t'encourage effectivement à continuer dans cette initiative de partage d'expérience parce que je pense que chacun peut s'appuyer sur l'autre pour pouvoir mener quelque chose de bien. Et vraiment, je te félicite pour cette initiative. Merci bien et à très bientôt. Nous sommes au terme de cet épisode avec Dr Charles Ilboudo. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en partageant ou en likant les posts sur les pages Facebook, LinkedIn ou la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi noter l'épisode de 5 étoiles sur votre application de podcast. En attendant, je vous dis merci pour cette écoute et à très bientôt pour d'autres sessions. Portez-vous bien. Bye.